Il y a 8 questions que tout le monde se pose au boulot sans oser y répondre. Le problème, c'est que ces questions dérangent, mais aujourd'hui, on est entre nous. Ton boss, ton salaire, les réunions, l'incompétence au travail ou le team building débile, je te dis tout aujourd'hui. On se parle franchement avec la question qui tue à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Je suis Vincent de Travail Heureux, je t'aide à créer ton job de rêve en le mettant au service de ta vie. C'est parti. La première question. Est-ce qu'il faut répondre honnêtement à la question « ça va au boulot ?» Combien de fois par jour on va te demander si ça va 5 fois, 10 fois, 15 fois et à chaque fois tu te retrouves à répondre « bah oui, ça va ». Parce qu'on le sait tous en fait, parfois ça va pas et tu vas pas en parler. Et pourquoi? Parce qu'en fait ça intéresse personne ou pas grand monde. Bon, d'abord, il faut comprendre qu'au boulot, la question ça va, c'est quasiment devenu un réflexe social, donc c'est une question automatique qui attend une réponse automatique. La plupart du temps, c'est en fait juste une façon de dire bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe si tu réponds honnêtement? Imagine, tu réponds ça va pas du tout, ou en venant au boulot, j'ai écrasé un chat. Alors, est-ce qu'on doit tout dire quand on te pose ces questions? Ça va dépendre du moment. Si tu croises juste un collègue dans un couloir et qui te pose la question, c'est peut-être pas le moment d'en parler. En revanche, si c'est un moment plus posé à la machine à café ou si c'est ton manager qui s'inquiète vraiment pour toi, là, ça peut être intéressant d'ouvrir un peu ce que tu as sur le cœur. Un exemple, moi j'avais un collègue qui répondait toujours ça va, très discret sur sa vie, et un beau jour en fait a accumulé du stress dû en partie au boulot. Il a fini par faire un abandon de poste, ce qui a en fait crispé la situation entre son employeur et lui, et il n'aurait peut-être pas été obligé d'en arriver jusque-là s'il avait un peu parlé. Alors est-ce que tu dois répondre honnêtement ça va? La réponse est oui, mais pas à chaque fois. Écoute ton instinct, choisis tes moments et sois prêt à dire non, ça va pas, quand c'est vraiment nécessaire. Parce qu'au final, c'est aussi en communiquant que tu peux t'éviter de t'épuiser. Et si jamais ça va vraiment pas, tu peux toujours commencer par un petit non, et toi ça va, histoire de lancer la discussion. Tu es encore là? J'ai un cadeau pour toi dans le premier commentaire de cette vidéo, le super pack Job de rêve. Il te révèle les secrets pour obtenir ton augmentation de salaire à coup sûr et comment changer de travail rapidement. C'est toujours intéressant et en plus c'est gratuit. Allez, je te propose de passer à la deuxième question. Dois-je devenir pote avec mon manager pour enfin avoir une promotion? Donc, combien d'entre nous se sont déjà demandé si le fait de discuter du dernier match de foot avec son manager ou aller prendre un café avec lui allait pouvoir faire pencher la balance en notre faveur? Spoiler alerte, pas vraiment, parce que tu ne seras pas promu juste parce que tu es pote avec ton manager, mais attention, c'est pas si simple. Soyons clairs, la compétence reste l'élément central pour obtenir une promotion. Et si tu es bon dans ton boulot, tu as toutes les chances d'être promu et repéré. Mais c'est là que ça se complique. Avoir une bonne relation avec ton manager peut vraiment faire la différence. Alors, est-ce que tu dois devenir meilleur ami avec lui, aller déjeuner chez lui le dimanche? Évidemment, pas besoin. Mais en fait, avoir une relation professionnelle et saine basée sur la confiance et le respect avec lui, ça, c'est l'essentiel. Je me souviens, j'avais un collègue qui, de manière quasi systématique, s'opposait à mon manager, notre manager en réunion. Il avait tendance du coup à le braquer et en fait, rien ne passait, aucune de ses idées passait. C'était vraiment à chaque fois à la limite de l'interrompre. Donc malgré son excellent boulot, ses super idées, il était rarement écouté et il a mis beaucoup plus de temps à être promu qu'un autre collègue qui lui avait plus de tact et qui généralement rebondissait sur les idées de notre manager en lui disant écoute, ça c'est une super idée, moi ce que j'ai en tête, voilà, est-ce qu'on peut peut-être faire un mélange des deux, comparer, voilà, une approche beaucoup moins directe et beaucoup plus douce dans ses contributions. La clé en fait, c'est que ton boss doit te voir comme quelqu'un de fiable mais aussi en même temps d'agréable à côtoyer. Si tu montes toujours enfermé sur un mode moi je sais tout, c'est compliqué de créer cette relation de confiance et plaisante avec ton boss ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc le but c'est évidemment pas de devenir le lèche-bot de service, si tu me passes l'expression, c'est plus d'être dans une critique, une contribution constructive. Donc apporter des solutions plutôt que de détruire à chaque fois et de montrer que tu es là pour le bien de l'équipe, voire même le bien de ton boss et pas pour ton intérêt personnel et en écrasant les autres et a fortiori écraser ton boss, c'est pas forcément la meilleure idée. Imagine ton boss adore le golf, même si toi ça te rase, c'est toujours sympa de l'écouter de sa partie de golf qu'il a pu faire le dimanche, ça marche pour n'importe quel hobby et d'essayer de comprendre voilà quel est l'intérêt et de l'écouter attentivement.
En résumé, tu n'as pas besoin de devenir le meilleur pote de ton boss pour avoir une promotion. Avoir une relation de respect et de confiance, ça aide. Alors la prochaine fois que tu demandes si tu dois aller prendre un café avec lui pour obtenir une promotion, pense plutôt à collaborer intelligemment avec lui et surtout l'écouter, juste lui faire passer un bon moment. Allez, on passe à la troisième question. Suis-je vraiment obligé de faire des team building ridicules pour bien m'intégrer? Alors les team building, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces séminaires, ces activités où tu finis par faire des karaokés déguisés en licorne ou des twisters nus avec tes collègues. Enfin, là, je m'égare un peu, mais est-ce que tu es vraiment obligé de passer par là pour bien t'intégrer? Non, évidemment, tu n'es pas obligé de passer par là pour bien t'intégrer. En tout cas, il y a une subtilité. C'est que le vrai but de ces activités, c'est de créer du lien. Donc, tu peux le faire sans participer à ces jeux. Si tu les trouves ridicules, s'ils te mettent mal à l'aise, parfois simplement discuter avec tes collègues dans le cadre de cette team building, partager des moments authentiques, va suffire. Je me souviens d'un team building qui était une chasse au trésor en forêt. Ça prenait pas, en plus, voilà, il pleuvait des cordes, c'était vraiment pas incroyable. Au bout d'un moment, il y a une petite pause avec un café. J'ai parlé avec des collègues que je connaissais pas du tout. Et là, franchement, on a passé un super moment. On s'est parlé de nos vies, on a appris à mieux se connaître. Tu vois, complètement en parallèle de l'activité en elle-même. Donc, il n'y a vraiment pas forcément besoin de passer de manière pure et dure par l'activité en question. Vois le team building comme un prétexte, une opportunité de créer des connexions. Tu peux choisir d'y participer à ta manière, parfois juste à observer, à encourager les participants. Ça va suffire pour faire montrer que tu fais partie du groupe. Tu mets pas de mauvaise volonté, de mauvaise ambiance, mais tu le vis, tu pratiques le team building à ta manière, et ça c'est tout à fait respectable. Pas obligé de faire des team building ridicules qui peuvent te gêner pour bien t'intégrer, mais ce que tu dois faire c'est trouver des moyens de te connecter aux autres de façon authentique, et si ça passe par un café tranquille plutôt qu'une course en sac, et ben c'est aussi bien. Lâche-toi un peu, car en plus, si tu y goûtes au team building, tu pourrais peut-être y prendre goût et finir déguisé en licorne lors d'un karaoké. Quatrième question, au sujet des réunions. Pourquoi les réunions sont-elles toujours une perte de temps et comment je pourrais m'enfuir discrètement? Alors les réunions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est énormément de blabla pour des sujets qui pourraient être traités, résolus en 5 minutes par mail. Et soyons honnêtes, 80% du temps, tu n'as qu'une envie, c'est de trouver une excuse pour t'échapper. Alors, comment faire, à part imaginer une urgence, peut-être te fondre dans le décor? Parce que franchement, les gens qui vont être en boucle sur une idée qu'on a déjà eue il y a 5 minutes, ou ceux qui dérivent sur des sujets qui ont complètement rien à voir avec la réunion, ça peut vraiment être un véritable test de patience pour tout le monde. Alors pourquoi les réunions semblent être une perte de temps? Eh bien c'est souvent parce qu'elles ne sont pas préparées correctement. C'est simple, pas d'ordre du jour, pas d'objectif clair, et voilà. Toi tu passes 2 heures à tourner en rond. Et là, toi, tu te retrouves à penser à tout sauf à la réunion. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que mon chat va bien? Un jour, j'ai assisté à une réunion d'1h30 pour qu'à la fin de cette heure et demie, la conclusion ce soit d'organiser une autre réunion pour décider. Là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose, donner des idées. Alors, comment éviter que ces réunions deviennent une perte de temps totale? Je t'explique comment j'ai fait. Premièrement, faire des réunions debout. Oui, debout, crois-moi, ça change tout. Quand tu sais que tu dois rester debout, tu vas aller droit au but parce que c'est assez vite pénible. La deuxième astuce, c'est d'organiser des réunions les plus courtes possibles, alors 20-30 minutes maximum, sauf exception. Deux avantages, ça pousse les intervenants à être synthétiques et donc par extension avoir préparé la réunion en amont pour être efficace. Deuxièmement, si le temps manque, tout le monde sait qu'on va être contraint d'organiser une deuxième réunion sur ce sujet, ce dont personne ne veut. Cette deuxième réunion sera organisée uniquement si absolument nécessaire sur le sujet. Et je pense même à une troisième astuce, c'est que tu peux remplacer la réunion par un email, toi, ou le suggérer à la personne qui mène la réunion. Sérieusement, un bon vieux mail bien clair, bien structuré, c'est souvent bien plus efficace. Et c'est un peu long pour toi, pour celui qui va l'écrire, mais toujours moins long qu'une réunion, et tout le monde te remerciera. Je me souviens, ça m'avait particulièrement marqué d'ailleurs, une fois mon manager nous avait conviés pour une réunion de 2 heures. Finalement, il l'a fait sauter plus ou moins au dernier moment. Il a juste envoyé un mail avec les différents sujets à traiter. Tout le monde a compris ce qu'il devait faire et on a gagné 1 heure précieuse. Mission accomplie de toute façon. Alors, cinquième question, pourquoi est-ce que je bosse plus que tout le monde? Il y a toujours cette personne qui part à 18h
t'appendre, voire plus tôt, alors que toi, tu es encore là à trimer jusqu'à 20 heures. Et tu te demandes, mais est-ce qu'il y a que moi qui bosse ici? En fait, la réponse, elle va peut-être te surprendre, c'est que partir plus tôt, ça ne veut pas forcément dire que la personne en fait moins que toi et qu'il est moins productif, bien au contraire. En fait, cette personne est peut-être mieux organisée que toi. Le temps passé au bureau n'est pas forcément synonyme de productivité. Je repense à une collègue qui s'appelait Laura, qui était hyper efficace et qui justement partait hyper tôt, systématiquement. Et un jour, je lui ai demandé concrètement comment tu fais pour partir aussitôt. Et elle m'expliquait qu'elle organisait vraiment sa journée à la quasi minute près. Et elle optimisait en fait ses journées en avance, donc à chaque fois elle était hyper efficace et elle arrivait à partir. Elle avait tout planifié avec des blocs de travail ultra concentrés sans interruption, alors que moi, comme plein d'autres, on traînait sur nos mails, on passait d'une tâche à l'autre sans vraiment finir ce qu'on faisait, et au final on arrive à 18, 19, 20 heures sans être parti. La vraie question, ce n'est pas combien de temps tu passes au bureau, mais plutôt comment tu t'organises. Alors si tu envies les gens qui partent tôt du bureau, commence plutôt à revoir ton organisation et tu pourras finir plus tôt sans culpabiliser. Pardon. La productivité, en fait, c'est pas une question d'heures passées au bureau, mais d'efficacité. Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un partir tôt du bureau, dis-toi qu'il travaille de manière beaucoup plus productive que toi et n'hésite pas à lui demander des conseils. La sixième question, c'est comment cet incompétent a-t-il autant de reconnaissance? Tu le remarqueras, indépendamment de la durée de ta carrière, dans beaucoup de boîtes, il y a des personnes, tu te demandes comment ils font pour être autant valorisés. Toi, tu bosses à fond et lui, tu le vois à peine travailler un minimum et il semble avancer hyper vite dans sa carrière. Voilà, c'est une star. Et en fait, ces personnes, c'est qu'elles sont très douées pour se vendre. Elles ne sont peut-être pas les meilleures dans leur travail, mais elles excellent dans l'art de se faire remarquer et c'est là où tu as des choses à apprendre d'elles. Par exemple, un de mes anciens collègues, c'était le freerider accompli. C'est-à-dire qu'il ne faisait rien jusqu'au jour J pour préparer un rendez-vous, préparer une présentation. Et il arrivait le fameux jour du rendez-vous comme une fleur et il s'en sortait toujours parce qu'il avait la tchatch. Il savait en fait exactement comment parler de son travail, à quel moment et surtout à qui. Alors, je te recommande pas forcément de suivre ses traces au centimètre près. En revanche, cesse de penser que ta compétence technique ou ton implication suffiront à elles seules à faire que tu sois valorisé. C'est super important bien sûr, c'est même le principal, mais il faut aussi savoir se vendre. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est la différence entre le savoir-faire et le faire savoir, faire connaître ton savoir-faire, ce que tu fais pour la société. Le secret en fait, c'est de savoir parler de tes réussites, même les petites, et de te rendre visible aux bonnes personnes sans non plus devenir insupportable. Et je te mets d'ailleurs un lien vers un article que j'avais écrit à ce sujet dans la description de cette vidéo. Alors tu as plein d'occasions de parler de tes réussites, des occasions on va dire un peu institutionnalisées, officielles, donc les réunions, les bilans de performance, mais les discussions aussi informelles avec tes collègues, ton manager et mettre en lumière en fait ce que tu apportes. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, les gens seront ravis de connaître tes réussites. Il y a quelque chose de motivant, c'est contagieux, on voit que les gens autour bosse bien et du coup ta réussite individuelle c'est aussi celle de l'entreprise. La septième question c'est est-ce que ton boss est incompétent? Alors peut-être que tu t'es déjà demandé après une proposition d'idée de ton manager, attends là il peut être sérieux avec cette idée, c'est complètement débile. Alors sache que t'es pas seul, ça arrive, c'est un peu le cas de figure schématique où tu as le manager qui pendant 2 heures va t'expliquer une méthode pour réduire le nombre de réunions et où tu vas te dire attends c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc en fait ce qu'il faut que tu te dises c'est que ton boss a une autre perception que toi, il est tête dans le guidon et en fait il veut bien faire et parfois il se rend pas compte que ça n'a ni queue ni tête tout simplement. Parfois, toi, avec ton expérience, avec ton recul, tu vas pouvoir voir des angles morts, des choses que eux ne constatent pas, n'arrivent pas à constater, et c'est là aussi où tu peux leur apporter des bonnes suggestions, des bonnes idées. Imagine ton boss, par exemple, qui te propose d'utiliser des outils informatiques dépassés, comme s'il te proposait de regarder des DVD, ouah, c'est un truc hyper novateur, alors que bon, on est déjà passé à Netflix et qui vit à l'âge de pierre. Ça peut arriver. Donc, dans ces cas-là, évidemment, accueille ces propositions, mais plutôt que de lever les yeux au ciel, propose-lui d'autres alternatives en lui montrant l'intérêt. Voilà, les DVD, c'est super chouette. Là, tes solutions informatiques, elles sont top. Mais regarde, il y a celle-ci
et on pourrait aller plus loin, plus vite, c'est peut-être moins onéreux. Voilà, il y a 36 arguments à faire valoir. Ne le fais pas ressentir comme quelqu'un d'has-been, déconnecté, pas informé, et ça te permet de transformer une situation qui peut à la base être frustrante pour toi, te dire voilà, mais qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, dans cette équipe ou avec ce boss, et finalement voilà, toi déjà te mettre en valeur et tout simplement arriver à l'objectif essentiel qui est de mieux faire les choses et de prendre les bonnes décisions en entreprise. Allez, chose promise, chose due, je te propose de tout de suite passer à la question malaise. C'est la 8e question. Combien tu gagnes, toi? Que faire? Tu réponds, t'évites la question, tu plaisantes? Ok, ça c'est si tu veux répondre avec humour, mais soyons sérieux, comment réagir de manière plus pragmatique? Alors, première chose à savoir, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question, tout dépend de ton confort personnel, de ta relation avec la personne qui te la pose, cette question, et du contexte aussi dans lequel elle est posée. Si tu te sens à l'aise à répondre à cette question, et surtout tu penses que ça peut être bénéfique à la personne qui te pose la question, un collègue avec qui tu t'entends bien, et il est en train de négocier son augmentation salariale, ça peut être intéressant pour lui si tu veux l'aider, effectivement, en lui donnant l'information. C'est un bon coup de pouce pour lui, pour sa négo. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question, évidemment, si tu te sens pas à l'aise et si tu préfères garder cette information privée, c'est totalement légitime. Et tu peux détourner la question avec un peu d'humour ou tout simplement renvoyer la balle avec une question. Je me souviens une fois un collègue m'avait posé la question et je lui avais dit de manière franche, écoute, je préfère pas t'en parler, c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec un autre collègue dans une expérience précédente et finalement ça nous avait frustrés tous les deux, ça avait un peu pas mal tourné mais ça avait eu des mauvaises conséquences donc je préfère pas revivre la chose et il avait parfaitement compris. C'est pas à toi d'être embarrassé parce qu'on te pose une question embarrassante. N'aie pas peur d'embarrasser un collègue qui peut être un peu indiscret. Comment réagir face à un collègue qui te pose cette question? C'est simple, sois toi-même, sois fidèle à toi-même. Tu veux partager, tu peux le faire avec confiance. Si tu préfères le garder pour toi, il n'y a pas de mal non plus. Que tu veuilles y répondre avec humour ou que tu préfères ne pas y répondre, c'est totalement acceptable. Et voilà les amis, merci pour ces questions envoyées par les abonnés à ma newsletter. Donc, je te mets son lien en description pour avoir du contenu exclusif et surtout recevoir le cadeau dont je t'ai déjà parlé. Et si tu veux faire du zèle, le pouce bleu, tu t'abonnes et là, on ne peut pas faire mieux. Continue à prendre ta carrière en main et avoir de l'ambition pour toi-même. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je te dis bye bye.